DLTDC Heroes, Chloé Explorer. Salut Chloé, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission aujourd'hui. On va parler de ton histoire, on va parler de tes défis sportifs. Mais avant ça, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Bonjour Guillaume, je suis hyper contente d'être là, merci de m'avoir invité. Écoute, ça va très bien, franchement ça va très bien, je suis hyper en forme, évidemment. J'ai envie de dire vu le contexte actuel, je ne spoile pas mais... Oui, parce que dans quelques jours, tu vas participer à un défi sportif, voilà, un beau challenge, on va revenir, on va pas spoiler nos auditeurs parce que voilà. Je vais laisser te découvrir, mais moi je suis très content de te recevoir parce que déjà ça va être une émission assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que des fois on peut recevoir des sportifs de haut niveau, des experts, et puis là on a plutôt un angle amateur. On va voir que tu fais les choses quand même avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de rigueur, et donc je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de gens, mais je préfère prévenir celles et ceux qui nous écoutent. Oui. Ça va être différent, mais vous allez voir, vous mettez une sortie longue, vous partez pour un petit footing, ça va passer tout seul. Vous êtes avec moi et Chloé, et je suis sûr que vous allez être inspirés, que ça va vous apprendre plein de trucs. Alors Chloé, nos auditeurs te connaissent peut-être sur Instagram sous le nom de Chloé Explorer. Alors je crois que ça a changé depuis. Oui, c'est Chloé QDV. Voilà, mais moi je t'ai connu, c'était Chloé Explorer, et je pense que beaucoup aussi t'ont connu sous ce pseudonyme-là. Alors, tu es... Est-ce que souvent je te présente, là, tout le monde me disait mais qui est Chloé ? Alors je dis Chloé, c'est la fille qui apprend un nouveau métier tous les 3 mois. Voilà, c'est une version simple de te présenter. Et aujourd'hui, tu t'es lancé un défi fou. C'est que ton défi aujourd'hui, après avoir fait plein de métiers, c'est de devenir triathlète, et tu t'es donné 3 mois pour y arriver. Ouais. Mais avant de parler de running, avant de parler de vélo, avant de parler de ligne d'eau, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte un petit peu dans le temps, parce que j'imagine que c'est ce qu'on dit, pour comprendre l'adulte, faut aussi regarder l'enfant qu'il a été. Et donc, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on commence par là. Du coup, tu as grandi où, Chloé ? Et surtout, quels souvenirs tu gardes de ton enfance ? Alors, moi j'aime trop parler de mon enfance en plus, donc c'est cool qu'on commence par là. J'ai grandi en Normandie et dans une famille d'agriculteurs. Donc vraiment, moi j'étais tous les week-ends et tous les mercredis après-midi à la ferme avec mes grands-parents. Et c'est vraiment une enfance hyper proche de la nature où on courait partout dans les champs. Et franchement, c'était trop cool. J'ai 2 sœurs, une plus grande et une plus petite. Et vraiment, mon souvenir de mon enfance, c'est nous qui gambadons dans les champs, quoi. Et c'est tout. Donc, très cool. Alors, on a une vision de l'agriculture. Alors, comme on est tous l'amour est dans le pré, est-ce que c'est pas un peu caricaturé ? Parce que j'imagine que... En vrai... C'est des céréaliers ? C'était quel type de... Alors, c'est des céréaliers. Ouais. Mais j'ai vraiment une famille cliché. C'est-à-dire, tous mes cousins sont agriculteurs. Tout le monde est agriculteur dans ma famille. Et je trouve ça trop bien. Parce qu'il y a un peu des valeurs anciennes, on va dire, qui ont perduré. L'importance de la famille, le fait d'être très proche de la nature, pas forcément très connecté. C'est un peu à l'ancienne, mais pour le coup j'aime beaucoup, je trouve ça très précieux. Et non, c'est sûr que l'amour est dans le pré, c'est un peu cliché. Il y a quand même du vrai, mais c'est plus moi je trouve ça plus vrai dans le sens où il y a cette proximité humaine et un peu ce rapport vrai. Enfin, je me souviens d'avoir passé des semaines à Paris et de rentrer le week-end et de me dire... Genre, je croise plein de monde à la campagne et je parle à tout le monde parce que je connais tout le monde, en fait, dans mon village. Et je me dis, mais c'est fou parce que là, en 1 heure, je viens de parler à 4 personnes, alors qu'à Paris, je croise certainement 300 personnes par heure et je leur parle pas, en fait. Donc, c'est quand même hyper différent comme rapport. Oui, c'est vrai que des fois, on peut être entouré de plein de monde et se sentir très seul, et des fois, être juste avec une personne et se sentir extrêmément bien entouré. Alors, je vais te poser une question un peu simple, mais je me la permets quand même. Aujourd'hui, tu changes de métier tous les 3 mois. Ouais. Mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais une enfant ? Est-ce que tu voulais être agricultrice comme tes parents ou... Non, alors moi, j'ai jamais voulu... Enfin, j'ai voulu être agricultrice, je crois, pendant 6 mois, parce que je me suis dit, il va bien falloir que quelqu'un prenne la relève. Donc, c'était un peu le devoir familial. Bon, j'ai vite abandonné cette option. Mais quand j'étais vraiment petite, moi, je voulais être danseuse à dos d'éléphant. Danseuse à dos d'éléphant. Voilà. C'est un beau programme. Ouais, c'était un programme sympa. Il y a un cursus pour faire ça ou comment ça ? Je sais pas s'il y a un cursus, mais non, ce rêve m'a tenu hyper longtemps en plus. Là. Et j'étais hyper fière. T'avais vu un Disney où il y avait Non, en fait, j'adorais les éléphants et je faisais de la danse. Voilà. D'accord. Il en a pas fallu plus. Remarque, c'est assez logique. Alors, évidemment, on est un podcast de sport, et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est... Est-ce que tu te souviens un peu de tes premiers rapports avec le sport ? Est-ce que tu étais une enfant assez sportive ? Est-ce que tu étais plutôt celle qui gagnait les crosses du collège, ou tu étais plutôt celle qui se faisait dispenser pour les cours de PS ? C'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai déjà gagné des crosses du collège. Ah. Voilà. Pas mal quand même. Pas tout le monde peut se vanter d'avoir gagné les crosses du collège. En fait, du fait qu'on passait notre temps à gambader dans la nature, on courait très bien. Et d'ailleurs, une anecdote excellente, c'est que je me souviens que quand j'étais en CP, j'avais gagné une course. Mais c'était une grosse course avec tous les villages aux alentours.
Bon, toi, t'es un enfant, t'as 7 ans, c'est un énorme truc. Et j'avais gagné cette course, mais en fait, j'arrivais pas à courir normal, c'est-à-dire courir comme les humains, quoi. J'allais pas assez vite parce que moi, je jouais tout le temps au cheval. Donc, je courais comme un cheval, donc en pas chassé, tu vois. Et donc, pour gagner la course, j'avais gagné la course, en pas chassé. Et vraiment, quand on reparle de ce souvenir avec mes parents, on se dit, mais les autres parents, ils ont dû se dire, non, mais là, il y a une enfant qui court comme une bolosse, qui passe devant tous nos gamins. Ils ont des images de ça ou Non, on n'a pas d'image. On a juste une petite photo de moi avec ma petite coupe à la fin. Mais franchement. Ça t'a pas empêché de gagner. Non. Et du coup, j'ai gagné comme ça. Mais je me rappelle m'être dit, Chloé court normalement, quand même, c'est un peu la honte. Et j'avais perdu de la vitesse, quoi. Je m'étais remis en pêche. On verra si pour ton triathlon, tu as prévu de réitérer un peu cette foulée si personnelle. Alors. Donc une enfance en Normandie avec des parents agriculteurs, voilà, donc plutôt certaines aptitudes pour le sport. Tu faisais de l'équitation un peu comme Oui, je faisais de l'équitation du coup. En fait, je jouais beaucoup au cheval, mais j'avais pas trop le droit de faire d'équitation avant un certain âge. J'en ai pas fait longtemps. J'en ai pas fait longtemps. J'ai dû en faire 2 ans en fait. Après, je faisais beaucoup de sport. En fait, j'ai toujours été hyper active dans le sens où, vraiment, tous mes jeux consistaient à courir comme une malade mentale dans le jardin. Donc, on développe aussi sa VMA comme ça. Exactement. Et c'est vrai que, voilà, c'est ce que je dis souvent aux parents. Quand vous laissez vos enfants gambader, courir, sortir dehors, jouer, c'est à cet âge-là où on construit aussi les premiers briques de sa VMA. Et donc, toute sa vie, ça lui servira. Donc, forcément, quand on court, on est dehors et on est très actif. Tu vas accumuler un capital qui te servira plus tard quand tu vas faire du sport. Et si on n'est pas passé par cette case-là, après, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas perdu, mais c'est plus compliqué. Ouais. Alors... Donc, une enfance plutôt heureuse en Normandie avec du camembert, des champs de blé et de la danse à dos d'éléphant. Puis tu rentres au lycée et là, après le lycée, tu vas prendre un chemin un peu différent, une école de commerce. Donc, une voie plutôt rassurante, une voie structurée, presque tracée d'avance. C'est surprenant parce que quand on voit la trajectoire que tu as aujourd'hui, que tu as pris maintenant, on est moins dans les cases. Comment tu l'expliques justement cette école de commerce et ce... En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on lit même mon parcours d'enfance, il n'y a rien qui me prédestinait effectivement à aller dans un parcours classique d'école de commerce. Et je me souviens de la réaction de tous mes potes au lycée quand je leur avais dit moi, a priori, je vais en école de commerce. Ils m'avaient tous dit ah bon, toi, tu vas en école de commerce? Et genre, ils s'attendaient à un truc farfelu en fait. Ils s'attendaient à ce que je sorte un truc. Que je trouve une idée, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que j'avais pas d'idée parce que j'avais pas pensé. J'ai pas pris le temps de réfléchir à ça. Je crois que ça me paraissait tellement flou et tellement abstrait que je faisais un peu tout à l'instinct et je pense très dans le moment présent. Moi, j'adorais le lycée, je trouvais ça trop bien. J'adorais aller en cours, je trouvais ça marrant. Donc, je me suis juste pas trop posé la question. Et du coup, j'ai vu des conseillers d'orientation à qui j'ai dit que je voulais être actrice ou animatrice nature. Voilà, c'était la suite de Danseuse à dos d'éléphant. Et... en fait, ils m'ont fait faire des tests. Ils ont dit, intellectuellement, t'es bien. Donc, en fait, c'est nul, en fait, si tu fais actrice ou animatrice nature. Donc... c'est gentil pour les présentateurs. Ouais, c'est sympa. Non, mais super. Et du coup, ils m'ont dit, non, tu vas plutôt faire une école de commerce. C'est bien mieux pour ton potentiel et tes qualités et tout ça. Oui, après, c'est vrai que l'école de commerce, c'est comme la fac de droit. Quand tu sais pas trop, tu vas là-bas, quoi. C'est un peu aussi... Oui, en fait, j'ai un rapport très ambivalent aujourd'hui avec cette phase de mon parcours parce que d'un côté, j'ai eu quand même de la chance de pouvoir faire une grande école, en plus qui était une super école. Et moi, elle me correspondait pas, mais en même temps, j'ai pas été parfaite. C'est-à-dire que j'ai pas un parcours exemplaire. J'allais pas en cours, j'ai pas appris ce qu'il y avait à apprendre dans cette école. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire c'était nul, ça m'a pas apporté grand-chose, quand je suis pas non plus allée chercher ce qu'il y avait peut-être à m'apporter. Voilà. C'était plutôt une bonne élève? Du coup, agité, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le carnet de... Alors, jusqu'aux études supérieures, j'étais une bonne élève. En fait, j'étais un peu agitée. En fait, moi, l'école, ça a toujours été très fun. Et du coup, je participais beaucoup, j'interagissais beaucoup. Mais par exemple, j'arrivais pas à lever la main, attendre qu'on m'interroge. J'avais trop envie de donner mon... En fait, c'était trop un dialogue pour moi. Donc, c'était un dialogue avec toute la classe. On était tous ensemble. Donc, j'allais parler avec le mec à l'autre bout de la salle, parler avec le prof. Mais c'était toujours en rapport avec le cours. Donc, c'était un peu insupportable pour les profs parce que c'était à la fois un peu genre pas dans la discipline pure et en même temps vu que c'était au sujet du cours et que c'était rigolo et que ça faisait avancer les choses, ils pouvaient pas non plus me punir, quoi. Alors donc tu vas faire cette école de commerce, puis ensuite tu vas aller faire un stage, je crois, en Asie, à Singapour, Hong Kong. Ouais, Singapour. Voilà, dans une entreprise de jouets, puis tu vas rentrer sur Paris. Là tu vas trouver un job assez classique, un petit peu isolé. Qu'est-ce que tu te souviens justement quand tu repenses un peu à ces moments-là où
finalement, bah voilà, quand on rentre un peu dans la vie adulte, parce que c'est vrai qu'il y a cette période où on finit les études et on rentre vraiment dans la vie professionnelle, la vie adulte, et bah, il y a cette transition, elle est pas toujours simple. On dit souvent que pour cette génération-là, on parlait souvent pour nos parents, c'était la crise de la quarantaine. Ouais. Et ça s'est déporté chez la génération suivante. C'est la crise où on sort, parce qu'il y a un peu le phénomène d'adolescent, on veut toujours rester jeune, un peu sans les responsabilités. Donc toi, quand tu trouves finalement un job un peu posé, comment est-ce que tu l'as vécu ? Alors, moi, j'ai pas trouvé de job posé. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à Singapour et c'était ça mon expérience de job. Après, avant ça, j'avais fait des stages effectivement à Paris qui étaient vraiment posés. Et en fait, le stage à Singapour, c'était un super truc parce que c'était vraiment un très bon stage. Donc, c'était de la haute horlogerie, c'était de la joaillerie. Et en fait, dans le marketing, il y a plein de secteurs différents. Moi, il y en avait plein qui m'intéressaient. Et là, j'avais le droit de toucher à tout ce qui m'intéressait. Justement, on faisait un peu d'events, un peu de merchandising. Enfin, on faisait vraiment plein de trucs. Et c'était une super boîte de luxe. Le luxe, c'est un peu l'élite. Donc, c'est un peu le truc qui fait rêver. En fait, quand j'ai décroché ce stage, j'étais vraiment en mode, j'ai décroché la lune, là. Enfin, c'est exceptionnel. Et du coup, d'avoir trouvé ça... Enfin, d'avoir du mal à trouver ma place... moi, c'était ça, la vraie remise en question, en fait. Et... plus j'y repense et plus je me dis les tâches que j'avais à accomplir et le quotidien que j'avais, il était vraiment pas désagréable. Mon problème principal, c'était que j'avais pas de liberté et que je pouvais pas, j'avais l'impression de pas avoir à réfléchir. Donc pas avoir à décider comment créer le process. C'est-à-dire, moi juste exécuter le process, ça me convenait pas trop. Enfin, je m'en foutais quoi. Moi, ce que je voulais, c'était réfléchir à comment on faisait le process. Tu avais l'impression d'être un peu un pion dans un échiquier, quoi. Un pion dans un échiquier, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, un peu noyé dans le collectif, quoi. Complètement noyé dans le collectif. Surtout que là-bas, c'est très hiérarchique. Donc, en tant que stagiaire, tu n'as vraiment aucune prise de décision possible. Et moi, je me suis pas du tout projetée dans cette vie, quoi. Du coup, il y a un moment pivot dans son parcours, ce qui fait aussi qu'on est là tous les deux aujourd'hui derrière ce micro. Tu vas voyager, tu vas partir au Mexique, je crois. Ouais. Et pour ce voyage, tu vas avoir une proposition assez inattendue, devenir photographe. Mais tu n'avais jamais vraiment tenu un appareil photo dans tes mains avant ça. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu du contexte aussi ? Comment ce voyage, il arrive dans ta vie et comment tu es amené à avoir cette opportunité qui se présente devant toi, et on va voir que pour la suite de ton histoire, c'est un moment très décisif. Oui, et ce qui est fou, c'est que je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il était décisif. En fait, du coup, je termine ce fameux stage de fin d'études à Singapour. Je rentre en France dépitée. Parce que j'avais adoré ma vie à Singapour, mais pas du tout ma vie pro. Et en fait, le deal à la base, c'était que je prenne un an off pour choisir un master, potentiellement passer des concours pour accéder à des meilleurs masters. Voilà. C'était le deal avec mes parents. Et du coup, il fallait que je reparte. Et j'avais pas trop prévu, en fait, quoi que ce soit durant cette année off. Et donc, je me dis, plutôt que de zoner en France, partir en voyage. Donc, je vais aller en Asie, donc je vais aller au Mexique, parce que ça a l'air sympa. Et voilà. Donc, vraiment, du jour au lendemain, mes parents me voient prendre un billet d'avion. Ils n'étaient pas du tout contents. Et je pars, j'arrive au Mexique, dans un hostel. Et en fait, j'avais prévu de faire du tourisme pour vraiment découvrir la culture, un peu les trucs de bikepacking, voilà. Tout ça toute seule. Ouais. Et... c'est quand même pas la ville la plus sécure, le Mexique. Ça fait en vrai, j'étais à Tulum. Ouais. Tulum, c'est détente. Ça va. Ça va. Et en fait, au bout de 3 jours à faire du tourisme, je me rends compte que j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Je suis en crise existentielle, rien ne va. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et donc, j'arrive dans un hostel où je me sens bien. Je demande si je peux bosser là-bas. Ils me disent OK. Et donc, je me mets à bosser 4-5 heures à faire genre barmaid. Je tenais l'accueil, j'ai emmené les touristes visiter des trucs. Et en échange, j'étais logée, blanchie. Et payé ? Non, pas payé, faut pas abuser. Mais du coup, je me dis, il faut que je trouve de l'argent. Et donc, j'étais partie j'avais acheté un drone, un appareil, tu vois, juste pour faire des souvenirs, parce que j'étais censée partir voyager. Donc, je m'étais dit, c'est l'occasion quand même, c'est marrant. Et en fait, dans cet hostel, il y avait un mec qui y vivait, qui était agent immobilier. Et en fait, il avait besoin d'un photographe. Et moi, j'étais genre, j'ai acheté un appareil photo et un drone. Je peux dire que je suis photographe, en vrai.
qui c'est même. Enfin, je suis au Mexique, il y a personne qui a mon CV là. Et du coup, donc lui, il avait pas de pesos pour me payer, mais par contre, il m'a fait rencontrer tous ses potes, les agents immobiliers. Et d'ailleurs, il y a eu un effet de mode hilarant parce que, en fait, Tulum, c'est vraiment un petit endroit où ils vendent des villas pour les Américains. Donc, tout le monde fait un peu la course aux réseaux sociaux et à qui aura le plus de vues sur ses réels. Donc, ils voulaient tous faire des petits formats réels. Et en fait, moi, quand j'ai débarqué avec le drone, c'est un truc qu'ils connaissaient pas, donc c'était tout nouveau pour eux. Et donc, quand il y a un agent immobilier qui a eu le drone, concurrentiel, ouais. tout le monde se battait pour avoir le drone. Là, tu t'es fait une fortune. Là. Et là, je me suis fait une fortune. Non, mais c'était trop drôle parce que les pesos, en fait, pour 1 euro, t'as 16 pesos, un truc comme ça. Donc j'avais des liasses. J'avais des liasses de pesos. Oh là là, excellent. Sous le matelas en plus. Donc là, en fait, c'est là où tu commences à te dire, j'imagine, il faut quand même faire le job, il faut avoir quand même des connaissances. Oui. Et là, tu vas commencer à te former, tu vas commencer, mine de rien, à essayer de te professionnaliser finalement. Ouais, parce que là, je te le raconte en toute légèreté, mais en fait, ça a été quand même un moment compliqué parce que à ce moment-là, j'avais vraiment aucun projet de vie. Et moi, je me disais, ok, là, à court terme, en gros, si je veux acheter des tacos, il faut que je vende des photos. Donc, du coup, j'ai fait en sorte de professionnaliser mon truc, mais c'est des jours entiers à essayer de faire du Premiere Pro et à finir par juste pleurer pendant 2 jours parce que je n'y arrive pas, quoi. Et toute seule face à mon ordi, et tout était compliqué, quoi. Et en plus, du coup, dans un hostel, t'es littéralement dans un endroit où les gens sont en vacances et toi, t'essayes de bosser. Donc c'était quand même pas tout rose et tout simple, et j'ai quand même tryhard, quoi. D'accord. Alors, combien de temps tu restes au Mexique et cette aventure de photographe, elle va durer quand et elle va s'achever quand? Je reste 3 mois parce que je rentre pour Noël en fait. Je D'accord. rentre faire Noël avec mes parents. Donc ça s'achève en décembre. Et là, quand tu rentres, tu te dis c'est juste pour passer les fêtes et je retourne après au Mexique, ou tu t'es dit c'est quand même la fin de mon J'ai pas de plan en fait. T'as pas de plan. J'ai pas de plan. C'est-à-dire que je débarque à Paris et mon plan c'est faire Noël. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après les fêtes de Noël? Et en fait, je me dis... je retourne à un vide et je me rends compte que quand j'étais au Mexique, il y avait quand même un truc qui m'animait parce que j'avais un projet, j'avais une direction, il y avait un truc en construction et que c'était pas mal. Et donc déjà, il y a une première chose, c'est que j'allume ma caméra et je fais un face cam. En fait, il y a une espèce de moment où je me retrouve hyper isolée. Genre, tous mes potes sont partis faire leurs études, j'ai pas trop de nouvelles. Du coup, je suis plus avec mes potes du Mexique, je suis toute seule chez mes parents à la campagne. Mes sœurs sont pas là. Enfin, vraiment, je me sens seule au monde. Et du coup, il y a un peu une énergie de mais j'ai plus rien à perdre, quoi. Et donc, je tourne un truc face caméra qui raconte que j'étais au Mexique faire photographe, voilà. Et en fait, je me dis, c'est quand même cool ce que j'ai construit. Donc, si je fais 8 vidéos, je raconte 1 semaine par vidéo. Ça fait construction, genre semaine 1, j'ai construit mon portfolio, j'ai fait en sorte de trouver des clients, blablabla. Et je trouvais ça sympa parce que c'était vraiment les premiers pas d'un projet, ce que tu vois pas forcément, ouais. Tu vois un peu les pas de la galère. Ouais, c'est concret, quoi. Exactement. Tu passes par les étapes où les gens qui vont te regarder vont probablement y passer s'ils sont pas encore professionnels. Exactement. Et c'est se dire, du coup, n'importe quel humain là qui passe devant cette vidéo, tu fais ces 8 étapes et c'est good. Donc, du coup, je trouvais ça sympa. Et donc, je sors ces vidéos, ça marche un peu. Et là, tu commences à avoir tes premiers abonnés sur Instagram. Ouais. Je commence à avoir genre 2-3 000 abonnés. Ce qui est pas mal. Je me sens plus pissée. C'est quand même bien. Bah oui, c'est cool. Quand même bien. Ce qui est cool. C'est quand même bien. Et donc là, tu fais ces vidéos et finalement, tu te diriges un peu tout droit vers les métiers de l'image et de la photographie, mais c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que je suis à la campagne et que j'ai plus envie de faire de photos. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de clients à la campagne, très clairement. Et puis, je savais aussi qu'au Mexique, j'avais bossé suffisamment pour avoir vraiment une valeur. Alors qu'en France, j'estimais que je pourrais pas bien gagner ma vie parce qu'il y allait avoir des gens vraiment beaucoup plus compétents que moi qui allaient pouvoir faire ce travail-là. Donc, moins de portes ouvertes, j'avais pas trop envie. Et en plus, j'avais vraiment envie de rester à la campagne parce que avec Singapour, le Mexique, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été. Avant, j'étais à Nice, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été chez mes parents. Donc, je voulais rester à la campagne. Et du coup, je me dis, faudrait que j'ai un métier. Faut que je sais pas, faut que j'invente un nouveau métier, quoi, que je refasse le move du Mexique de ce qu'on peut faire comme métier, et voilà. Et là, tu te dis, je vais être agricultrice. Non. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. D'abord, il y a eu la peinture. Donc ça, c'était le premier métier. Donc là, comment ça se passe? Attends, là, je vais peut-être un petit peu trop vite, excuse-moi. Là, à un moment donné, tu as ton compte Instagram. Ouais. Comment on passe? Parce que tes abonnés te suivent pour la photo, finalement. Oui, donc, mais... Comment tu switches vers un nouveau métier, finalement, et tu décides de faire de la peinture? En fait, il y a la peinture qui sort. Donc ça, c'est vraiment genre juste 8 vidéos qui sortent. Donc sur 1 semaine, tu vois. Donc 10 janvier, tout est sorti. Et
Et en fait, je fais une vidéo, je me chauffe de ouf. Et je me dis aussi, c'est un peu le début de est-ce que je vais faire du Insta ou pas. Je me chauffe et je fais une belle vidéo, vraiment, qui explique mon parcours de vie. Et en fait, j'avais un concept. Je me rappelle, j'étais à la montagne avec mes parents. Et d'un coup, je sais pas, j'ai une idée dans la voiture et je me dis, en vrai, je pourrais tester des métiers parce que photographe, j'ai vraiment testé le métier, c'était trop fun et je suis arrivée à quelque chose à la fin. Donc, je pourrais juste tester des métiers. Et j'en avais parlé à un pote, il était en mode, ouais, genre, tu pourrais faire boulangère. Et en vrai, je me suis dit, mais en fait, quand tu me le racontes là comme ça, bah moi, ça me chauffe en fait. Ça me dit bien. Donc, ouais. Et du coup, j'instrumentalise le truc en mettant dans un petit pot tous les trucs que je voulais faire et qu'on m'a pas autorisé à faire. Je mets tout ça dans un pot. Et après, je me dis, bon, bah voilà, maintenant, on va s'attaquer au pot, quoi. Et tu vas tirer au sort finalement un métier. Voilà. Et donc là, tu écris plein de petits métiers. J'écris plein de petits Et métiers. quel métier ressort alors? Donc boulanger, voilà. Alors, boulangère n'est pas encore sortie, mais c'est dans le pot. Non, donc peintre sort. Et du coup, je me lance dans la peinture. Et c'est drôle, hein, c'est vraiment un océan de... Les premiers métiers, ils sont hilarants parce que sur les premières semaines, t'es vraiment nul en fait dans le métier. T'es juste une quiche, quoi. Moi, j'ai vu tes peintures, t'as quand même une certaine forme d'ancienneté. Enfin, j'ai vu comment tu peins et tout. Tu partais pas from scratch. Non, bah, en fait, la peinture, j'ai pas mal dessiné quand j'étais petite. Bon, moi, je trouvais que je dessinais bien, mais j'avais 12 ans. Donc, évidemment, on trouve toujours qu'on dessine bien. Là, je regarde mes dessins, je me dis non. Mais en fait, la peinture, si tu prends vraiment le temps, ça marche bien. Et en fait, quand tu regardes, bah, tu sais, je vais te poser la question. Tu t'es déjà posé 70 heures face à une toile? Non. Donc, tu sais pas si tu peins bien. Voilà. Je peux te dire que je ne peins pas bien. C'est même pas tirer une ligne droite, mais pour d'autres problèmes. Mais moi non plus, en fait. Mais c'est pas grave. C'est vraiment que de la patience et du temps. Donc là, du coup, tu décides d'être peintre. Et donc là, tu fais des tutos, tu reviens dans une nouvelle expérience. Ouais, et du coup, en fait, c'était la première fois qu'il y avait un métier et qu'en parallèle, je faisais les réseaux sociaux et je faisais des réels et j'essayais à me mettre à un rythme, tu vois, genre 2-3 réels par semaine. Et là, ça prend, les abonnés aussi te suivent sur la peinture. Ça prend, mais tu sais, au début, t'es tellement en mode j'habite chez mes parents, je fais de la peinture et ça ressemble. Enfin, la peinture, en fait, c'est moche jusqu'à ce que t'aies fini. Et souvent, même, faut que tu fasses une toile ou deux pour que tu reviennes sur ta toile et que tu trouves ça sympa. Donc, en fait, c'est hyper dur mentalement et t'es un peu tout le temps en mode survie. Et donc, même si je prends des abonnés, j'ai l'impression que c'est jamais assez, que ça marche pas, que c'est une cata, alors qu'en fait, ça marche. La peinture. Je crois que, tu vois, 1 mois et demi ou 2 mois après avoir commencé la peinture, j'étais à 15K, quelque chose comme ça. Donc, ça monte quand même. Tu vois, je prends quand même des abonnés entre deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo où j'explique le concept a très bien marché. Et m'a ramené un gros stock, on va dire, de gens. Des followers. Hein. Ouais. Et du coup, après, ça monte petit à petit, ouais. Donc, là, tu fais 3 mois la peinture. Ouais. Puis après, le pot. Et on retient un nouveau métier. Et là, tu tombes sur designer. Et donc là, tu te relances. Après, c'est parti dans un métier de designer. Ouais, et là, j'ai quand même fait plein de trucs fun. Mais ouais, métier de designer. Et tu vois, le métier de designer, je l'ai arrêté au bout de 2 mois et demi. En fait, j'en avais marre. J'en avais marre. En fait, c'était l'été, il faisait beau. Et j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Et j'étais tout le temps face à mon ordi. Et j'en avais... Vraiment, j'en avais marre. Et du coup, je suis allée faire agricultrice. Donc celui-là, je ne l'ai pas pioché, tu vois. J'étais en mode, non, mais là, j'ai envie. En fait, c'était la moisson. Mon père faisait... Enfin, du coup, mon père avait besoin d'aide. Et j'étais genre, moi, je suis chaud, en fait. Et ça a quand même... l'agriculture, ça a quand même fait un tournant parce que jusque-là, c'était vraiment, je raconte ma petite vie et c'est fun. Et du coup, j'essaye un peu de faire le mieux que je peux et de montrer ça. Et l'agriculture, j'ai montré le travail. Enfin, moi, je montrais mon travail, mais je montrais aussi ce que c'était que l'agriculture, ce que c'était que la moisson, ce que faisait mon père. Et en fait, j'ai eu plein de messages d'agriculteurs qui étaient trop contents en fait que je mette leur truc en avant. Bah ouais, parce qu'on voit pas ça sur les réseaux sociaux. Alors que c'est génial. La moisson, c'est vraiment hilarant. Hein. C'est trop bien comme ça. J'en doute pas. Tu m'inviteras un jour en Normandie. Voilà. On ira faire une moisson. Exactement. Exactement. Tu sais, je viens de Seine-et-Marne, donc les champs de blé, il y en a aussi pas mal là où j'habite. Alors. Ensuite, tu retires. Voilà. Moi, je t'ai connu au moment donné où tu étais dans la couture. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne m'intéresse pas du tout. Alors, s'il y a des couturiers ou couturières qui m'écoutent, il ne faut pas se vexer, mais je ne m'intéresse pas du tout au monde de la couture. Bah oui. Et je suis tombé sur une de tes vidéos, je ne sais pas comment. Et finalement, j'étais assez happé. Et même un sujet qui, à la base, ne m'intéressait pas, tu as su me le rendre intéressant. Et je t'ai connu comme ça et j'ai commencé à suivre tes aventures à travers la couture. Et je trouvais ça fascinant. Donc,
voilà, si on fait peut-être une petite aparté, comment tu as vécu un peu ce monde de la couturière? Est-ce que c'est un monde qui t'était étranger? Tu connaissais un petit peu? Comment Ouais, tu découvres des nouveaux codes, tu découvres aussi une nouvelle culture à chaque fois, des nouvelles communautés. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah déjà, je suis trop contente que ça ait pu t'intéresser, alors que de base, c'est pas du tout ton milieu, parce que c'est vraiment l'objectif du truc. Moi, c'est ça, je crois que ce que je préfère, c'est que j'emmène les gens de milieu en milieu, en fait. Dès que j'entre dans une niche, bah il y a plein de gens qui rejoignent, qui viennent de cette niche. Sauf qu'après, je les balade de niche en niche, en fait. Donc du coup, il y a des gens qui me suivent depuis que je suis photographe et ils ont fait de la couture, ils ont vu tout ce qui se passait quand j'étais marin. Enfin, tu vois, c'est génial. Moi, ça, j'aime trop. Et enfin, même par exemple, des agriculteurs qui me disent ouais, je me suis passionnée pour la couture, en fait. Ils vont pas particulièrement en faire ou quoi, mais juste les vidéos leur faisaient plaisir. Je trouve ça génial. Et en fait, la couture, je l'ai mis dans le pot juste avant de le piocher. Donc, je m'y attendais pas. Et surtout, j'étais pas prête. Enfin, c'était pas pour le coup par rapport aux autres. C'était pas un rêve que j'ai depuis toujours. Moi, je suis au contraire pas trop mode couture. C'était un peu lointain, tout ça. Et j'ai eu une pulsion à un moment, donc je l'ai mis dedans. Mais du coup, c'était quand même un peu déconcertant. Et ça m'a très vite passionnée parce que, donc pas la couture en tant que telle, donc l'exécution pure, mais en fait, tu as aussi le modélisme et le stylisme. Donc le stylisme, c'est genre tu dessines tes pièces. Le modélisme, c'est tu transformes tes dessins en des plans un peu d'architecture. Et c'est ces plans-là qui vont te permettre de découper ton tissu pour ensuite le coudre. Donc tu as vraiment... T'as une énorme réflexion sur la partie style. Moi, je suis assez instinctive, hein, donc c'est vraiment j'ai envie de faire ça, voilà, hop. Après, le modélisme, c'est que des maths. Et puis derrière, il faut réfléchir à comment tu assembles les choses, dans quel ordre. Donc il y a toute une technique et donc chaque vêtement devient hyper intéressant à analyser. Et du coup, c'était vraiment passionnant. Alors, tu as quand même une capacité d'apprentissage parce qu'à chaque fois, il faut replonger dans un métier, voilà, te documenter, repartir de zéro. Cette facilité d'apprentissage, c'est quelque chose que tu as toujours eu? Je pense que j'ai toujours adoré apprendre. Donc du coup, ça aide. Ouais, non, en vrai, j'adore apprendre. Je suis vraiment ébahie par les nouvelles choses. Enfin, quand il y a des nouvelles infos, à chaque fois, je me sens vivre, quoi. Je trouve ça génial. Alors, tu vas embarquer les gens avec toi, c'est ce qu'on disait. Tu vas, je crois, en moins d'un an, tu vas avoir 150 000 abonnés, ce qui est quand même une belle croissance. Est-ce que tu es surpris aussi de l'engouement que tu as eu autour de ton contenu? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on c'est les algorithmes. Parce que voilà, en fonction de qui est qui, des fois, on a l'impression qu'on voit les gens partout, mais en fait, c'est juste qu'on est dans des segments. Mais voilà, comment t'expliques quand même l'engouement qu'il y a eu? Parce que 150 000 abonnés en un an, ça reste quand même très rare. Ouais. Voilà. En fait, je m'y attendais pas du tout, pour le coup. Quand ça a commencé, je trouvais ça cool. J'y croyais pas, en fait. Je pensais pas que j'allais y arriver. C'était un peu illusoire et je me disais juste, je le fais un peu au cas où. Parce que si ça marche, ce sera utile. Mais c'était vraiment au cas où. Et ce qui s'est très vite passé, c'est que j'ai reçu des messages de gens que ça touchait profondément, mais vraiment des pavés de gens qui me racontaient leur vie pour me dire que ça a résonné. Enfin, la façon dont je m'étais sentie perdue dans mon travail, dans mes études, que je savais pas quoi faire après, que j'étais pas forcément entourée, toute cette confusion-là et ce truc aussi de se dire, moi j'ai jamais eu une passion, donc en fait vraiment je sais pas quoi faire, mais en même temps il y a plein de trucs qui m'intéressent. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que quand tu as envie de faire plein de choses différentes, t'as l'impression que t'es légitime à rien faire parce qu'il n'y a pas un truc qui prédomine, et en même temps tu vibres pour la vie parce que tout t'intéresse, et du coup t'as vraiment l'impression d'avoir une énergie qui est gâchée. Donc moi j'ai vraiment, il y a eu des tonnes de messages de gens qui disaient qu'ils avaient le même sentiment, et là j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un truc pas unique, en fait, que c'était peut-être juste un truc un peu générationnel. Et plus ça a avancé et plus ça a monté, et plus je me dis que je pense pas que j'ai la formule magique, et je suis pas sûre que les gens ils soient tous hyper séduits par moi, en fait. Je pense juste que générationnellement, il se passe un vrai truc à ce niveau-là, et que tout le monde a un peu ce sentiment, et que du coup, mon compte, il transmet bien, et il fait un peu un truc frais pour ces gens-là. Mais c'est vrai que je remarque aussi dans l'influence running, c'est que avant, tu avais des influenceurs, entre guillemets, des créateurs de contenu qui étaient très focus sur le running, qui parlaient que de running. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive et on voit qu'ils ont plusieurs domaines de prédilection. Ouais. Et les gens sont plus aptes aujourd'hui à suivre des personnes qui t'emmènent dans des univers différents et qui arrivent à faire des passerelles les uns avec les autres. On veut moins suivre quelqu'un qui est très focalisé sur quelque chose. Ça, tu penses que c'est vraiment lié à votre génération? Aujourd'hui, il y a cette curiosité, cette envie, vous avez accès à la connaissance. Mais oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, on grandit dans des univers où on voit dès le début de notre vie des trucs hyper différents de partout,
on a conscience en fait des différentes façons de vivre. Et du coup, on a un peu envie d'expérimenter plein de choses pour savoir laquelle est la meilleure pour nous. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on a accès à la connaissance, donc tout paraît accessible. Enfin, moi, dans chaque nouveau métier, chaque fois, je me dis, en vrai, il y a quand même une forme d'accessibilité où je vais pouvoir accéder à la connaissance, je vais pouvoir accéder à l'expertise, alors que je suis toute seule derrière mon ordi, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de... Alors, c'est quelque chose qui revient souvent dans les gens qui analysent ça, c'est ce côté de je suis très volage, finalement, je vais d'un truc à un truc, mais je ne vais pas dans le fond des choses. Et finalement, je reste qu'en surface. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi? Et bah, en vrai, je pense que oui. Et d'ailleurs, moi personnellement, ce concept, il m'a permis de sortir de ça parce que justement, moi, j'aime tout, mais j'aime rien faire de façon volage. Donc, j'arrivais pas à me lancer dans quoi que ce soit parce que je me lançais dans un truc et j'avais envie en fait de le pousser à fond. Sauf que la vie faisait que j'étais amenée à passer à un autre truc. Enfin, genre, t'es en école, tu veux faire un peu... Admettons, tu te lances dans la couture, tu fais un peu de couture, mais tu peux faire genre 1 heure. Puis après, il faut que tu ailles voir tes potes. Puis après, il faut que... T'es obligé de gérer toute ta vie. Et en fait, moi, ça m'énervait de ne pas pouvoir me lancer dans les trucs à fond et de pouvoir les explorer à fond. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais pas semblant. Tu vas t'immerger. J'invite déjà vraiment les gens à aller voir ton contenu, ta page Instagram, parce que tu vas vraiment t'immerger dans la discipline. Tu vas rencontrer des pros, tu vas créer du contenu très pédagogique d'ailleurs. C'est une grande implication, ce qui me fait dire quand même que tu as cette capacité d'apprentissage. Mais c'est aussi une forme d'hyper-adaptation. C'est aussi cette capacité de Comment tu l'expliques, cette hyper-adaptabilité? Est-ce que tu t'es sentie à ta place quand tu étais petite? Est-ce que ça vient pas de là aussi? En fait, oui, je pense qu'il y a eu une parano liée à l'adaptabilité, très clairement. Tu détectes bien les choses parce que, du coup, quand j'étais petite, j'étais très heureuse dans mon petit univers, mais c'était mon petit univers à moi. Et après, mes copains, ils n'avaient pas cet univers-là, quoi. Ils en avaient tous un commun, du genre les dessins animés, aller au parc après les cours et aller aux anniversaires tout le temps. Et en fait, moi, j'étais complètement en dehors de ça. Nous, on faisait notre petite vie en famille et c'était cool. Et nos parents nous programmaient un peu pour la réussite dans la vie future. Donc, on lisait beaucoup de livres. On avait des activités super smart, en fait, qui étaient un peu faites pour nous programmer pour réussir à l'école, etc. Mais du coup, pas nécessairement... j'étais pas forcément très incluse et... Par exemple, j'accumulais plein de trucs où j'étais pas à la page. Genre la musique, les dessins animés, toutes les refs un peu pop culture, je les ai pas. Et même encore aujourd'hui, je les ai pas. Genre les Totally Spies, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais regardé. Donc du coup, il y avait quand même un peu un décalage. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'apprenne à le compenser pour m'intégrer socialement. Et derrière, je me suis mise à faire ça toute ma vie, quoi. Ouais, donc du coup, c'est la suite logique finalement. C'est la suite logique, carrément. Tout s'explique. Alors, après avoir été... couturière, peintre, conductrice de tracteur, photographe, tu vas ressortir ce fameux bocal, tu vas mettre plein de petits métiers, et là tu vas tirer au sort, et c'est le mot athlète qui va sortir. Ouais, c'est le mot athlète, et ce qui est marrant, c'est que les métiers sont pas toujours très précis. Genre marin, c'était pas très précis, athlète, c'est pas très précis. Oui, parce que tu as été marin, on n'en a pas parlé, mais effectivement, tu as aussi été marin pendant quelques mois. Ouais. Tu avais fait un documentaire sur le Vendée Globe. Franchement, ça, c'était trop une bonne expérience. Mais tu vois, le documentaire, c'était hyper cool, parce que du coup, j'ai pu rentrer dans le sujet. C'était fou de devoir documenter un sujet dont je ne savais rien. Donc, il fallait que j'apprenne les choses en même temps que j'en parlais. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais c'était cool. Mais en même temps, ça m'a laissé une petite frustration, parce que j'essaye de toujours pratiquer le métier, en fait. De découvrir et d'aller voir des experts, etc. Mais aussi de le pratiquer. Et en étant juste journaliste qui fait un documentaire, je pratiquais plus le métier, donc je me sentais beaucoup moins marin. Donc voilà, j'étais très imbibée dans l'atmosphère, mais c'était quand même différent. Ouais. Voilà. Enfin, du coup, athlète, pour revenir au métier du moment. Donc, athlète sort. Et je crois que mon premier réflexe, c'est de me dire cool, parce que la couture, c'était sympa, mais c'était quand même très calme. Enfin, t'es des heures et des heures assis, quoi. Oui, c'est sédentaire, voilà. C'est le bon mot. C'est très sédentaire. Et du coup, premier, c'est cool, je vais pouvoir un peu exploser. Et deuxième, c'est ah ouais, mais du coup, là, ça fait 1 an que je suis sédentaire, en fait. Donc, je vais faire quoi? Alors, tu tires athlète, mais tu aurais pu être escrimeuse, tu aurais pu faire de la course à pied. Voilà. Là, tu choisis le triathlon. Oui. Alors,
j'ai envie de te dire, tu aimes bien te compliquer la vie parce que cette discipline, tu vas pas devoir apprendre une discipline, mais 3. Donc, ça complexifie quand même vachement les choses. Ouais. Pourquoi le triathlon? Tu n'aurais pas pu faire un marathon? C'est la mode en ce moment. Tout le monde fait des marathons. Oui. Toi, non, il fallait que tu fasses un triathlon. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que la course, ça avait l'air accessible, parce qu'effectivement, tout le monde faisait de la course. Après, moi, je savais que j'aimais pas trop courir. Voilà, donc qu'est-ce que je fais dans ce podcast? Mais je savais que c'était pas mon truc, mais en même temps, ça avait l'air facile. Puis je me disais, une paire de baskets, et puis c'est parti, je peux commencer à m'entraîner, et voilà. Et en même temps, je me voyais, vu que j'aimais pas trop, je me voyais pas faire que ça. Et du coup, je trouvais ça... Enfin, en fait, je me voyais pas faire qu'un sport, je crois. Parce que je me disais... Si je fais un sport, en fait, j'aurais de toute façon pas le niveau. Et puis, les sports qui m'attiraient vraiment, c'était genre le foot. Mais personne va prendre quelqu'un qui veut s'entraîner tous les jours pour le foot alors qu'elle est nulle. Enfin, je voyais une incompatibilité. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit, un truc où je peux faire plusieurs sports, triathlon, ça a l'air marrant. Puis en plus, j'ai commencé à travailler avec une nutritionniste qui travaille beaucoup avec des triathlètes. Donc, elle m'en a parlé. Nouchka, exactement, la meilleure. Salue, voilà. On connaît aussi un petit peu dans le podcast. Et du coup, en fait, elle me parle du triathlon et tu sais, du coup, elle m'en parle bien, quoi. Et je sais pas, ça m'a chauffé. Je me suis dit, allez, triathlon, c'est marrant, on y va, on essaye. Alors, t'aimais pas courir? Est-ce que t'aimes la natation? Parce que souvent, dans le triathlon, les gens, ce qu'ils aiment pas, c'est pas forcément la course à pied, c'est plutôt la natation. Toi, et c'est aussi ce qui freine beaucoup de gens à aller sur le triathlon, c'est la natation. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai choisi. Plus ça va, plus je sais pas d'où vient cette décision. Non, je n'aimais pas nager, mais plus que ça, j'avais peur. Hein. Alors, si t'aimes pas nager, t'aimes pas courir, le vélo, ça passe. C'est quand même, tu t'es pas facilité la vie. Quoi. Non, c'est clairement. Mais en fait, j'étais vraiment dans l'inconscience. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment l'innocence de ne connaît rien. N'a pas conscience de quoi que ce soit, ne sait pas que ça va être chronophage, ne sait pas que ça va être 3 fois plus dur parce qu'il y a 3 sports. Donc, aucune connaissance. Et du coup, je me lance là-dedans et j'ai compris plus tard pourquoi c'était un choix chelou. Ouais, c'était un peu la fleur au fusil. Mais complètement. Vraiment, tu t'es dit, bon, ouais, ça va aller. Quoi. De toute façon, évidemment, le but, c'est pas de battre un record du monde, c'est plutôt de pouvoir être épanoui, t'en sortir et profiter de ta course. Mais est-ce que tu t'as pas peut-être un petit peu sous-estimé Mais si. Fois 10 000, vraiment, j'ai tellement sous-estimé. Mais je suis passée par des états mentaux après de grosses remises en question. En fait, sur le moment, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pioché le métier, je me suis dit après, ce que je vais faire, c'est que je vais tester plein de sports, je vais aller rencontrer des gens, ça va être fun, on va découvrir ce que c'est qu'un athlète. Et en fait, j'ai parlé avec une première athlète, donc Pauline Ranvier, qui est escrimeuse pro, qui m'a du coup raconté, mais ça c'était vraiment très tôt dans le process, qui m'a vraiment raconté ce que c'était que la vie d'athlète. Et je me suis dit, mais en fait, Chloé, si tu n'as pas une discipline, tu ne pourras pas avoir une vie d'athlète parce que ce sera trop léger, ce sera trop journalistique, encore une fois, ce sera pas assez dans la pratique et dans le vrai. Et du coup, je me suis dit, il me faut une discipline, je l'ai choisie en 10 minutes. Parce que là, voilà, du coup, ça t'oblige quand même à vachement te cadrer. C'est très routinier aussi, la vie d'un athlète. Ouais. On fait beaucoup de sport, on se lève à certains précis, on mange. On est surtout dans le sport d'endurance. C'était un peu la Formule 1. C'est vraiment, faut tes 8 heures de sommeil, faut tes 3000 calories, on est un peu, pas princesse, mais on est un peu, c'est une machine bien huilée, quoi. Donc, ça apporte beaucoup de cadre. Est-ce que tu avais besoin de ce cadre-là? Est-ce qu'il t'a fait du bien? Moi, je suis plutôt anti-cadre. J'ai quand même beaucoup de mal avec le concept. Donc, du coup, au début, j'ai vraiment eu peur. Rebelle. Ouais, non, mais j'ai vraiment eu peur parce que je voulais m'entourer. En fait, je me suis dit, vas-y, fais les choses bien. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand même sortir de ma zone de confort. Et du coup, l'idée, c'est que chaque métier amène son lot de challenges et que je les accepte. Donc, athlète, en vrai, moi, je suis plus team fait tout un peu à l'arrache et se débrouille avec les moyens du bord. Les athlètes, ils se débrouillent pas avec les moyens du bord. Ils s'investissent, ils font les choses bien. Et l'objectif, c'est justement d'aller chercher de l'expertise et du perfectionnement. Donc, je voulais me mettre dans cette démarche, donc m'accompagner. Me faire accompagner par une nutritionniste, un kiné, un coach, toute une armada de gens. Et mes premières réflexions, ça a été de me dire, il y a tous ces gens qui vont décider à ma place, là, ça va pas me plaire. Ouais, parce que tu as vraiment créé une team. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils vont aller chercher un plan sur Internet et puis ils se débrouillent un peu tout seuls. Ouais. Toi, c'est pas du tout l'expérience que tu as voulu voir. Vu que tu as vu une athlète pro avec qui tu as l'escrimeuse, avec qui tu as discuté, tu as dit, voilà, faut que tu crées un peu un collectif parce que c'est vrai que c'est une approche haut niveau finalement. Parce que au-delà d'être triathlète en 3 mois,
c'est surtout quasiment de mettre en place un process de triathlète professionnel pendant 3 mois. Oui. En fait, l'objectif, c'était de faire athlète de haut niveau, donc athlète professionnel. Sauf que je savais que j'aurais pas le niveau, et c'était de me dire, en fait, je mets tout en place comme un athlète de haut niveau, en partant de performance X, donc mes performances de base, que je savais pas du tout à l'époque, et on push mes perfs au max, parce que je trouvais que même c'était rigolo de voir jusqu'où je pouvais aller, et de voir à quel point je pouvais progresser, un peu expérience scientifique, tu vois. Donc du coup, tu me disais, tu as tous ces coachs, le risque, c'est effectivement que tu perdes un peu le contrôle sur tes sensations, sur tes motivations, sur ce que tu as vraiment envie de faire. Comment est-ce que tu as arbitré justement entre les moments où tu as envie de t'entraîner, les moments où tu as envie de faire un peu ce que tu veux par rapport à le côté très cadré d'un plan d'entraînement qu'il faut suivre en fait finalement? En fait, ce qui est cool, c'est que j'avais appelé une triathlète qui m'avait bien parlé du rapport avec le coach, par exemple, et qui m'avait dit le coach, il est vraiment là pour te soutenir et c'est toi qui le paye. Donc, en fait, c'est toi son boss. Le coach, il est là pour t'aider, mais tu restes maître de tout. C'est pas le coach qui t'impose quoi que ce soit, en fait. Puis, il faut que ce soit co-construit, il faut que tout le monde soit à l'aise. Et du coup, quand j'ai choisi mon coach, j'ai fait super attention à ça. Et donc, derrière, le rapport a tout de suite été très... il y a aucune des personnes qui m'accompagnent qui s'est mis dans un rapport de contrôle, en fait. Il doit s'adapter à toi et à ce que tu veux faire. Tu as un objectif. Exactement. On a set up un objectif et du coup, c'est plus les experts qui me donnent leurs meilleurs conseils et moi, je fais ce que je veux après avec ça. Alors, du coup, tu crées la team. Ouais. Voilà, ils te consultent, machin. À un moment donné, il faut s'entraîner. À un moment donné, il faut aller courir. Oui. Il faut aller faire des longueurs. Il faut aller faire du vélo. Et on n'a pas au début un corps qui aussi est habitué à ça. Surtout que toi, tu partais from scratch. Ouais. Comment est-ce qu'il a réagi justement ton corps au début? Est-ce qu'il t'a ralenti? Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce que tu as été surpris par ce qu'il était capable de faire? Comment ça s'est passé ce rapport au corps? Tu as dû le voir changer aussi, j'imagine. En fait, ça a été un peu... Je me suis fait un peu duper. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, du coup, je me suis remis un peu dans les entraînements. J'ai fait un peu des trucs au pif. Et à la fin de la semaine, je voulais m'assurer que le triathlon, ça allait être la bonne discipline. Et puis, je voulais faire un peu un test pour avoir mes performances de base. Justement, celles que je voudrais push au max pour la fin. Et du coup, je pars... Ça faisait vraiment 1 an et demi que j'étais... pas sédentaire parce que finalement je bougeais quand même pas mal, mais que je faisais vraiment aucune activité vraiment sportive. Et du coup, on fait ce triathlon. Donc, je nage. Bon, je savais pas nager le crawl, donc je fais 10 mètres de crawl. Je fais quand même un peu de brasse pour me dire, vas-y, je me fatigue. Donc, je crois, je fais 400 mètres de brasse, tranquille. Sympa la brasse. C'est sympa la brasse. Mais en fait, on était un peu en mode, on va pas passer 50 minutes à la piscine pour que tu fasses de la brasse. Voilà. Donc, on se fait ça. Ensuite, on va faire 10 km de vélo et ensuite 5 km de course. Et en fait, les perfs de ce petit triathlon maison étaient pas mauvaises. Donc, bon, la nage, on n'avait pas de perfs. Mais les 10 km de vélo sont passés nickel. Je crois que c'était pas mal. On a dû faire, je sais pas, du 22-23 km/h de moyenne. Donc c'était cool. Moi, je l'ai bien vécu. J'ai bien aimé. Et la course, j'ai couru les 5 km en 5,50. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc en 29 minutes. Donc tu vois, sachant que je vais t'enchaîner le vélo, la natte et tout. Qui fait pas de sport, voilà. C'est très très bien. Donc mon coach est en mode trop stylé, let's go. C'est bon, allez, on y va. Sortie longue demain. Non mais voilà, exactement. Demain, 5 heures de vélo. Et en fait, bah oui, mais j'étais pas fatiguée. Mon corps était en pleine forme. Donc du coup, moi je suis partie je me suis dit mentalement, bon, ça c'est mes perfs de base. Et après, les entraînements ont commencé. Et plus ça a été, plus... En fait, il y a une toute petite phase de, je dirais, 1 semaine et demie, 2 semaines, où c'était vraiment, on réhabitue le corps à avoir des entraînements tous les jours. Donc c'est que des petits entraînements légers. Et là, moi j'étais hyper frustrée parce que j'étais trop prête mentalement à envoyer. En mode, vas-y, je sais, bon, je me défonce sur les séances, comme ça, je progresse vite. Sauf que mon coach, il était genre, non. Tu te défonces pas parce que tu vas te blesser, donc tu restes calme. Et il fallait plutôt qu'il te freine, quoi. Fallait qu'il me freine. Passé ces 2 semaines, tendance complètement inversée, mais je suis devenue une loque parce que le rythme s'est accéléré. Donc j'étais tout le temps fatiguée et j'arrivais même plus à atteindre les perfs du premier triathlon. Et là, c'est dur mentalement. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on touche le doigt sur quelque chose qui est intéressant, c'est que, et ça, tous nos auditeurs et auditrices peuvent le comprendre aussi, on arrête pendant 4 semaines, 5 semaines, même tu peux même arrêter 1 an et demi. Comme ce que tu disais, c'est que la première séance que tu as fait, si tu as déjà fait du sport, si tu as déjà été un petit peu actif par le passé, il y a quand même une mémoire musculaire. Donc, c'est pas quelqu'un qui part vraiment de zéro, quelqu'un qui a fait que de la musique, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui va se mettre à courir. Là, ça va être très dur pour lui physiquement. Mais quelqu'un qui a déjà une petite activité physique, même qui a fait 1 ou 2 mois de course à pied,
elle va reprendre la première fois, le corps est très frais, il y a quand même une mémoire musculaire et moi c'est quelque chose que j'ai constaté, alors c'est très empirique, j'ai pas d'études qui le prouvent, mais la première séance ça se passe toujours bien. Si vous arrêtez pendant 3 semaines, 4 semaines de cours, vous partez en vacances, la première séance vous allez vous sentir bien, c'est sûr, et vous allez être confiant, en fait finalement c'est super passé. Et c'est les séances d'après, parce qu'en fait cette séance, si vous allez un petit peu trop vite, et quand je dis un petit peu trop vite, c'est juste faire un footing aux mêmes allures que vous faisiez quand vous étiez sportif. Oui. Et en fait, vous allez générer, ça va être très très coûteux en énergie. Et donc après, vous allez une dette de fatigue qui va être très importante, mais avec l'euphorie, le machin, vous n'allez pas la sentir. Et du coup, c'est comme ça qu'on se crame beaucoup sur les reprises. C'est qu'on veut juste faire un footing dans la même allure. Il faut vraiment commencer très progressivement, même limite marcher 5 minutes, courir 10 minutes, tu vois, très 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 progressif, parce que c'est hyper piégeux. Et je suis pas surpris que tu es tombé dans ce piège-là. Bon, finalement, tu vas mettre un peu de régularité, on va freiner un peu tout ça. Là, il y a ce moment où tu as une grosse remise en question. Ouais. Tu te dis, finalement, je suis face à un mur, est-ce que je vais avoir l'énergie de le remonter? J'imagine que tu commences aussi à avoir un peu de séance d'intensité, fractionnée, ça c'est les mots, on va commencer à t'expliquer ce que c'est, tu vas découvrir cette joie du fractionné. Donc du coup, là, comment tu sors de cette impasse? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que du coup, c'est le moment où je me dis non, mais en fait, le triathlon, c'était un choix très ambitieux et c'est quand même compliqué. Il y a un autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est que globalement, moi, quand je suis face à un challenge, je vais push en fait. Je vais push. Le corps, tu peux pas. Tu finis ta séance et après, t'attends que tu te reposes. Enfin, tu peux pas push plus que ça, tu peux pas aller plus vite que la musique, tu peux pas maîtriser à quel point tes muscles vont se reconstruire. Et du coup, il y a un truc un peu frustrant de... Je crois que même si je donne tout, ça se trouve, je serai toujours une brêle physiquement, quoi, à la fin. Et... Donc du coup, étonnamment, ce qui m'aide beaucoup mentalement, c'est la natation. Parce que la natation, c'est pas vraiment musculaire, c'est plus technique. Donc c'est le moment où je peux tryhard et me concentrer et faire en sorte de progresser sans trop risquer de me blesser. Donc du coup, en vrai, la natation, je progresse. Et c'est le seul... C'est toujours très compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Là, c'est très technique. Hein. C'est très technique. Mais par contre, il y a un réel progrès. On n'a pas conscience de son corps en plus, parce qu'on ne le voit pas. Et... On peut se filmer, mais c'est pas... Ouais. Et puis même, d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la natation, j'ai fait beaucoup de séances toute seule. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais y aller avec des gens. Donc, je suis partie faire de la natation avec des gens qui n'avaient jamais nagé. Et là, en nageant à côté d'eux, je me suis dit, non, mais en fait, attends, je suis trop bien nager. Et sauf que, si j'avais continué à nager toute seule, je me le serais jamais dit ça. Je me serais juste dit, je suis nulle. Ouais, en fait, c'est dur des fois de se rendre compte de ses progrès et de notifier. Donc... Mais en tout cas, de cette impasse, j'y reste quand même un bout de temps, notamment parce que j'ai choisi un triathlon le 1er mai au Sable d'Olonne. Et en fait, avant de m'inscrire, l'organisation m'annonce qu'il y a une barrière horaire sur la natation de 45 minutes. Et là, je me dis, non, moi, je passe pas. 1500 mètres en 45 minutes, je peux pas. Et donc, on prend mon chrono sur 200 mètres. Chrono sur 200 mètres, j'arrive même pas à le nager en crawl. Je finis tout en brasse et n'importe comment, quoi. Et du coup, je passe pas les 45 minutes. Je crois que je les passe pile poil. Je les passe pile poil alors que j'ai fait que 200 mètres. Et c'est chaotique. À la fin, je suis morte. 200 mètres, t'es sur les allures de 45 minutes. Ouais. En fait. Ouais, effectivement. Donc chaud. Et l'organisation me dit, tu te décides. Tu prends les 45 minutes ou pas. Nous, on peut pas faire autrement et tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté, il y a un peu une autre phase mentale où je me suis dit, en fait, t'as pas le choix là. Donc, même si tu te trouves nul, tu y vas, tu donnes le max parce qu'il va falloir tenter, quoi. Et finalement, je pense que... En fait, le vélo, j'ai pas peur, honnêtement, parce que je suis assez à l'aise. Je sais que les 40 minutes, elles vont passer. Les 40 km, ça va aller. Ça va. Ouais. Franchement, le vélo, j'aime bien, dans l'adrénaline et tout. En plus, ça va être un parcours sympa dans la forêt, donc franchement, il n'y a pas de souci. Et la natation, du coup, me faisait très peur, mais là, je suis allée en stage 3 jours avec Malcolm. Voilà, de la chaîne Apprentissage Natation, qui est... En fait, c'est trop génial parce que... Chaque fois que j'entame un métier, j'ai un peu des nouveaux rêves, j'ai un peu des nouveaux héros, voilà. Et là, quand j'ai découvert du coup tout l'univers de la natation, lui, c'est vraiment devenu genre un héros. Je me rappelle le jour où je l'ai découvert, je lui ai envoyé un message en mode mais je suis tellement contente que tu sois sur cette terre, quoi. Et du coup, de me retrouver avec lui, c'était trop génial. Et en fait, on est allé nager dans un lac. Et dans le lac, tu flottes. Ouais, c'est pas la même chose qu'en bassin. Tu vas quelque part. Purée, ça change tout. Moi, j'arrive pas à faire des séances en intérieur. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas psychologiquement. Ouais. Non. Le vélo, par exemple, si je vais quelque part, c'est génial. Oui, tu comptes les carreaux à la piscine, c'est horrible. Et
et du coup, ça va. Besogneux, hein. On se plaint souvent, nous, en course à pied, en se disant on a un tour autour de piste pour ceux qui font de la piste et tout, mais c'est vrai que compter les carreaux à la piscine, se lever à 4h du mat, dans les bassins, non, mais ouais, c'est clair. C'est un autre délire. Hein. Là, il faut vraiment être aussi besogneux, quoi. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de course à pied, du coup. Est-ce que tu en es dans la course à pied? Est-ce que c'est ce qui nous intéresse le plus ici aujourd'hui? Et ben, la course à pied, du coup, j'ai progressé. Je le sais parce que du coup, mes premières courses c'était 5 km et au bout de 5 km, j'étais vraiment morte. C'était vraiment mes tout premiers footings. Même avant le triathlon, j'avais fait un peu des footings, donc c'était 5-6 km. Et donc, que je courais à peu près entre 5,50 et 6, quoi. Mais je courais trop vite. J'étais en zone 4, voilà. Donc, un peu cata. Et là, j'ai fait, il y a une semaine maintenant, j'ai fait une première course. Je voulais m'inscrire à une course, en fait, pour voir un peu l'atmosphère. Donc, j'ai fait 10 km, la course qui finissait au Stade de France, faite par la course du Grand Paris. Exactement, la course du Grand Paris. C'était génial. Et donc, j'ai fait les 10 km en 5,13. Donc, il y a du progrès quand même. C'était... ça, non? Ouais, ça fait 52 minutes. C'est très bien, ouais. C'est cool. Surtout que j'avais jamais couru 10 km avant. J'avais fait 7, ouais, max. Donc franchement, j'étais contente. Non, mais c'est des très bons... Enfin, il faut toujours remettre... Parce que malheureusement, en ce moment, on a un peu un biais, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est dur. Tu vois des gens qui courent en moins de 40 minutes le 10 km. Tout le temps. Et du coup, c'est vrai que ça donne une perception, en fait, 50 minutes au 10 km. Mais non, 50 minutes au 10 km, surtout quelqu'un qui n'a pas un background sportif, y a déjà ne serait-ce que courir 10 km. Mais oui. Il y a peu de gens qui sont capables de faire 10 km. C'est déjà un truc de ouf. Et les gens, en fait, on a vraiment perdu le sens des réalités, quoi. Et ça, c'est un problème des réseaux sociaux. C'est qu'on ne se rend pas compte que déjà, faire 10 km, pouvoir les courir sans s'arrêter, c'est déjà très, très bien. Et faire moins d'une heure, c'est déjà très, très bien. Mais grave. Et en fait, si tu commences déjà à te comparer aux autres ou à ce qu'il va voir, en fait, ça va te démotiver. Alors qu'en fait, non, c'est juste ouf, quoi. Si tu arrives à faire 10 km déjà en moins d'une heure, c'est super, super. Donc moi, je tiens vraiment à insister à ça, parce que c'est la réalité des gens. Vivez pas dans un monde parallèle. Voilà, mais oui, tellement. Je suis hyper contente que tu en parles parce que justement, sur la partie course, ça le fait. C'est beaucoup moins le cas sur la partie natation et vélo. Mais sur la partie course, Strava, c'est un enfer. Ouais, c'est clair. Bah, ça te gêne pas, justement? Ça te ralentit pas quand tu vois un peu ce que font les autres sur Strava? Je regarde vraiment ça d'un œil. On n'a pas le même défi. Genre, c'est pas la même chose. Et franchement, en fait, c'est vraiment compliqué parce que du coup, en plus, je me suis fait plein de copains qui font du sport, avec qui je peux aller courir, avec qui je peux faire plein de choses et tout. Mais chaque fois, j'arrive et mon premier réflexe, c'est de dire, bon, tu vois, moi, je cours pas vite. Voilà, parce que je sais que la personne va forcément courir plus vite que moi, qu'elle va forcément être plus endurante, que je vais toujours être la nulle du groupe, quoi. Et c'est quand même chaud mentalement. Ouais, mais c'est pour ça, voilà, il faut pas... De toute façon, on commence tous. Je veux dire, le nombre de gens... moi, le premier, je crois que j'ai dû faire 52 minutes à mon premier 10 km avant de faire 33 minutes. Donc, on commence tous par quelque chose. Tu vois, il y a tout un monde d'apprentissage. Les gens qui vraiment ont commencé par l'école de l'athlé, c'est quand même une minorité. Donc, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que nous, à l'époque, il n'y avait pas... Enfin, moi, quand j'ai commencé à courir, j'avais pas tout ça. Donc, en fait, j'étais content. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens qui font moins d'une heure sur 10 km, ils se trouvent nuls, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas, quoi. C'était vraiment bien. Et je me dis, grave. On a fait un truc. Donc ne vous comparez pas. Mais justement, toi, un peu dans ce que tu montres dans les réseaux, donc t'es quelqu'un qui a aussi beaucoup d'assurance. Tu parles face cam et tout. Je vois. Je me suis dit même, on en avait déjà discuté quand on s'était vu, parce qu'on s'était vu un petit peu avant l'émission. T'as bien capté les codes. Tu sais bien t'y faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, il y a du recul, il y a un petit peu d'autodérision. Mais est-ce qu'il y a des moments aussi, t'as pas eu... J'ai pas de souvenir de moments où tu craques ou où tu as des doutes ça, c'est pas des choses que tu as envie de partager. Tu préfères rester sur quelque chose de plutôt good vibe, ou est-ce que c'est un choix entre guillemets dans tu vois, ton édito? Comment tu... Parce qu'il y a des moments quand tu fais un triathlon, tu sais que tu dis mais j'y arriverai jamais, ça va pas. Et tu pars une séance, tu as l'impression que tout est nul, que tu as tout perdu. Tu vois, c'est vrai. C'est ça, c'est des moments durs aussi. En fait, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé sur Insta. Je crois que je m'en étais pas trop rendu compte. Je parle, tu vois, de mes difficultés un peu avec la natation, des trucs qui vont me poser un peu problème, mais je parle beaucoup des progrès parce qu'il y a tellement de progrès aussi. Mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais là, tu vois, je prépare un long format, j'ai écrit mon script, il y a que de la remise en question dans le script. C'est un format où tu as plus le temps de raconter ce qui se passe, et c'est vrai que sur Insta, je partage surtout les progrès, mais en fait, tu sais, tu as 1 minute pour raconter ce qui s'est passé pendant la semaine. Il s'est passé tellement de trucs cool que voilà. Après, il y a aussi plein de choses que j'annonce avec un ton neutre, parce que moi, je sais pas te dire si c'est bien ou pas bien. Genre, par exemple, quand je suis allée faire mes tests de VO2 max à l'INSEP, moi je trouvais que l'expérience était trop cool en fait, et après mes résultats
je savais pas quoi en faire, quoi. Donc, je savais pas si c'était bien, si c'était pas bien. Il y a plein de trucs aussi, tu sais pas trop si c'est des succès ou pas. Et... Après, c'est une mesure à l'instant T. Donc, tu vois, l'idée, après, c'est justement, tu peux la développer. Et puis, c'est ce qui est bien aussi quand tu commences un sport, mine de rien, surtout dans la course à pied. Parce que, tu vois, il y a par exemple, je ne sais pas si tu connais un petit peu le monde de la musique, mais quelqu'un qui va apprendre le saxo, il va mettre 3 ans, ne serait-ce qu'avant, tu vois, de pouvoir sortir un son correct. Tu vas prendre le violon et tout. Et en fait, tu as tout un moment où tu dois persévérer et tu as très peu de résultats. Et voilà. Mais oui. Que la course à pied, finalement, quelqu'un qui va courir ne serait-ce que 3 semaines, il va faire des progrès. Et au début, les progrès, ils sont exponentiels, mais vraiment exponentiels, quoi. Et même quelqu'un qui ne courait pas, qui va courir 3 semaines de manière régulière, son corps va s'affûter, il va voir qu'il a des petits muscles qu'il ignorait l'existence. Tu vois, tu peux voir un petit peu les abdos, les machins. Enfin, même le corps se dessine assez vite. On a des résultats quand même assez vite en 3 semaines. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui motive. Ouais, c'est clair. Alors, moi, la question de la transformation du corps, c'était un sujet un peu touchy parce que j'ai une petite tendance aux troubles alimentaires. Donc, et d'ailleurs, la couture avait bien aidé parce que quand tu couds tes vêtements, ils sont parfaitement adaptés à ton corps. Donc, c'est plus ton corps le problème. C'est toi qui as mal cousu ou c'est la taille. C'est le luxe du sur-mesure, ouais. C'est le luxe du sur-mesure. Donc ça avait un peu aidé. Mais du coup, j'avais très peur. En fait, j'étais très contente de ces progrès-là. Et donc, quand il y a eu le métier d'athlète, j'ai tout de suite vu le truc de OK, fais attention à pas trop repartir dans les travers. Et j'en ai parlé direct à Nouchka d'ailleurs pour le mettre au courant, pour que soit en connaissance de cause et tout. Et du coup, on fait hyper attention. Mais j'ai un peu lâché prise. En mode, je me suis dit, j'aurai pas de contrôle et c'est pas un facteur que je regarde. Donc, c'est-à-dire que je vais manger ce que je pense être bien par rapport à mon entraînement et je vais pas me poser la question de si je suis en déficit ou pas. Je vais juste m'assurer que j'ai assez mangé, tu vois, assez de glucides, assez de machin. Après, je fais mes entraînements pour devenir meilleur au triathlon et je me pose pas la question de comment mon corps bouge. Et c'est vrai qu'il y a des moments. En fait, je crois qu'il n'y a pas de moment où je regarde ce qui se passe, mais par contre, mon corps se transforme dans le sens où je suis beaucoup plus forte. Par exemple, mon petit sport du dimanche pour me détendre, c'est d'aller à l'escalade. Et du coup, l'escalade, de séance en séance, je prends des bras, mais genre à une vitesse folle. Et ça me... Enfin, c'est plus... C'est fascinant, ouais. Ouais, c'est ça qui est fulgurant, en fait. C'est que d'un coup, tu fais pas une traction, mais genre tu fais un mouvement où tu te lèves et tu te dis « Waouh !» Mais il y a 2 semaines, je ne faisais pas ça. Et ça, c'est de la puissance, quoi. C'est sympa. Du coup, tous tes progrès, tout ça, tu le partages sur tes réseaux sociaux. Donc là, tu vas faire ta compétition. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression ? Est-ce qu'il n'y a pas où tu te dis, tiens, les gens vont vouloir aller voir mon temps, vont vouloir aller voir ce que j'ai fait, vont vouloir voir si j'abandonne, qu'est-ce qui va se dire ? Parce que c'est une source de motivation. Parce que souvent, moi, les gens ils me disent, mais pourquoi tu ne mets pas sur les réseaux, machin et tout. Alors, il y en a que ça motive, il y en a que ça freine. Ouais. Toi, comment tu gères ça ? Moi, je crois que ça me motive. Ça me motive. Et en fait, je me dis, si j'y arrive pas, ou si j'abandonne, ou si ça se passe pas bien, en vrai, parce que je trouve que si j'avais eu un tout petit peu plus de connaissances sur le sport, je me serais pas lancé le défi de faire un triathlon aussi vite. Je pense aussi. Parce qu'en fait, je trouve ça pas très bien, parce que c'est pas le meilleur message. Parce que l'endurance, c'est vraiment prends ton temps et tu vas kiffer. Parce qu'en fait, quand tu prends ton temps et que t'es détendu, on va dire, tes performances à l'entraînement, elles s'améliorent naturellement et du coup c'est un peu un rythme, tu vois, logique, ou du coup c'est pas forcément, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas forcément méga dur. Et là des fois je me dis c'est quand même chiant en fait d'être contraint par le temps. C'est vraiment, tu perds un peu de qualité dans ton entraînement. Après je suis d'accord parce qu'il faut faire les choses progressivement et il faut pas vouloir griller les étapes, mais en même temps je pense que 80, ça c'est des chiffres selon de l'Institut national de Guillaume, mais je pense qu'on est nombreux à tu vas découvrir un 10 km, tu vas t'inscrire à la course du village, tu as fait un 10 km, allez je vais faire un semi, allez je vais faire un marathon. Clairement. Et on est tous plus ou moins obligés de passer par là, par cette boulimie de course, par cette boulimie d'aventure, pour après revenir sur quelque chose de plus cohérent. C'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de jugement quand je vois des gens, des fois, qui font un petit peu n'importe quoi au début, parce que je pense qu'on a besoin de faire ces erreurs. Bon, en tout cas, pas tout le monde. Il y en a qui sont très rigoureux, qui font les trucs tout de suite. Et moi, je dis bravo. Voilà, vous êtes des gens très bien construits, c'est bien. Mais je pense aussi on a besoin d'aller, tu vois, de suivre un peu la passion, de suivre un feu qui est presque irrationnel et tout. Et c'est ça aussi la magie du début. Donc voilà, moi vraiment je suis jamais dans le jugement. Les gens qui me disent voilà, ils viennent de commencer à courir et ils font tout de suite un marathon,
c'est pas ce que je recommande de faire. C'est pas bien, mais je pense que dans une construction de parcours sportif, ça peut avoir du sens. Ouais, franchement, c'est intéressant parce que déjà, en fait, quand je me dis ça, que j'aurais peut-être pas fait un défi avec si peu de temps, je me dis, mais déjà, tu respectes tes entraînements à la lettre, tu fais tout bien, en fait. Donc, lâche un peu la pression, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on a un objectif, c'est cool, et puis c'est quand même marrant, mais tu vois, si je rate, ce sera, encore une fois, la petite expérience scientifique, c'est qu'on peut pas, en fait. Enfin, en tout cas, moi, mon corps, je pouvais pas. Et c'est tout. Mais en vrai de vrai, j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois. Est-ce que tu es fière de toi ? En vrai, ouais. En fait, c'est des grands moments un peu où moi, je suis un peu la tête dans le guidon et des fois, j'oublie de me retourner. Et d'un coup, je me retourne et je me dis « Oh, waouh !» Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et il y a un truc en particulier qui te rend fière ? Je crois que ce qui me rend le plus fière, c'est de me dire que je me suis lancée, en fait, avant d'avoir une idée. Je me suis lancée alors que je pensais que je le ferais jamais. Je pensais, tu vois, que j'étais un peu du genre, le genre de personne qui a plein de rêves, mais en vrai, on sait qu'on va pas les réaliser. Et voilà, ils sont dans le coin de la tête et c'est tout. Toi, tu parlais un petit peu de cette logique de sortir de la zone de confort. Alors, c'est quelque chose, mais concrètement, ça t'apporte quoi de faire ça, de prendre des risques, de te mettre un petit peu en danger En fait, c'est hyper simple, mais c'est que ça t'apporte de la confiance dans la vie en général et genre un peu une confiance globale. Et j'ai un super exemple parce que il y a un sentiment qui m'a traversée sur ma première sortie vélo que j'ai faite toute seule. En fait, je sais pas, mais habitant à Paris, monter sur un vélo de course pour partir faire X kilomètres, c'était pas le truc qui me venait en tête de prime abord. Et donc là, sur ma première sortie, je me suis dit, mais déjà, je vais où ? Je fais quoi ? J'emmène quoi ? Enfin, je suis complètement perdue. Et quand j'étais dans ma sortie, je me sentais hyper bien. Et je me suis dit, c'est fou parce que c'est vraiment un truc que j'aurais classé comme difficile parce que c'est un peu une aventure que tu vis tout seul. Tu vois, j'étais partie hyper loin et il faisait beau, j'étais trop contente, quoi. Et je suis rentrée en me disant, voilà, hop, ça, c'est un truc que je sais faire. Et c'est un truc que tu sais faire en plus, quoi. Donc, en fait, après, quand tu te dis, quand tu as les aléas de la vie, tu sais faire tellement de trucs à la fin que c'est plus simple, quoi. C'est ce que beaucoup aussi dans les anglo-saxons, ils expliquent, mais c'est parce que tu as un côté confortable. Dans la zone de confort, souvent, elle est perçue aujourd'hui comme très négative. Dans le sens où, oui, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. C'est jamais, c'est péjoratif quand tu dis ça à quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Alors que finalement, il n'y a pas de mal à dominer, maîtriser quelque chose, s'épanouir dans ça. Et puis finalement, quand on maîtrise un domaine, on fait bien les choses, on apporte de la valeur aussi aux autres. Donc, il n'y a rien de péjoratif à être dans sa zone de confort. Au contraire, l'idée, plutôt que d'en sortir, parce qu'il faut savoir en sortir, mais c'est un côté douloureux, inconfortable, déstabilisant, fatigant psychologiquement, mentalement. On y laisse beaucoup de charge mentale. Mais l'idée, c'est de se dire, j'élargis cette zone de confort. Tu vois, et c'est un peu ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas grave d'avoir une zone de confort. C'est grave si elle est vraiment très réduite à... Tu vois, on est coincé dans sa zone de confort. Mais si ta zone de confort, finalement, a 7 ans, et tu arrives à l'étendre, c'est génial. Parce qu'en fait, psychologiquement, en termes de bien-être, en termes de, tu vois, de bonheur, ça va être génial, quoi. Et si ça, le prix à payer, c'est juste de temps en temps d'y sortir, mais pour pouvoir mieux y rentrer après... Voilà, mais vouloir tout le temps être en dehors, je pense que ça doit être épuisant. Non, d'ailleurs, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on est fait pour être dans la zone de confort parce que quand tu es hors de la zone de confort, tu es anxieux, ça va pas, c'est relou. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu es anxieux, tu profites pas, tu fais pas les choses bien, tu veux sortir du moment, quoi. Donc l'idée, c'est d'être dans la zone de confort. Donc sortir de ta zone de confort, c'est effectivement juste pour qu'elle soit plus large et que tu sois tout le temps dedans, en fait. Bah oui, il y a rien de bien. Alors, en parlant de zone de confort, j'espère que ton triathlon M sera une zone de confort. C'est quand alors la date? Je ne sais pas si tu me l'as dit, tu vas faire le triathlon des Sables d'Olonne, je crois. Ouais. Le M, c'est quelle date alors? C'est le 1er mai. Le 1er mai, donc ça arrive bientôt. Comment est-ce que tu te sens là? C'est quoi Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu es... Voilà. En fait, ce qui est perturbant, c'est que depuis le début, je trouve que la date est méga loin. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est méga loin. Et d'un coup, je regarde la date et je me dis, non, en fait, c'est dans 3 semaines là, même pas. Mais j'ai toujours l'impression que c'est dans des décennies et que j'ai encore le temps de m'entraîner. Enfin, il y a encore tellement de trucs qu'il faut que je fasse avant. C'est outrant. Mais genre, j'ai pas commencé à travailler les transitions, par exemple. Voilà. Ouais, sur M, génial. C'est important, les transitions. Ouais, c'est même très important. Mais en fait, il y a déjà tellement de trucs à gérer que... Voilà. Alors écoute, il existe un podcast dans la tête d'un triathlète. Si tu veux l'écouter, J'ai écouté. Ah, t'as écouté. Voilà, on fait un petit épisode sur les transitions. Alors ça va faire sourire parce que malheureusement, ce podcast il existe toujours, mais il est plus alimenté. Et souvent, on reçoit plein de messages de gens qui veulent qu'on le reprenne peut-être un jour. Mais du coup, voilà, il existe et on a un épisode sur les transitions. Alors,
Ça a été un épisode passionnant. Moi, j'ai hâte de suivre un petit peu. J'espère que cet épisode sera diffusé un petit peu avant. Voilà, comme ça, nos auditeurs pourront t'encourager. Oui. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui rêve d'être triathlète, ou simplement peut-être qui est en quête de changement, qui est en quête de nouveauté, qui est en quête peut-être de se retrouver, qu'est-ce que tu lui dirais à ces personnes qui nous écoutent ? Je dirais que souvent, les humains n'ont pas assez d'imagination pour savoir l'issue des choses. Donc, on ne peut pas réussir à anticiper quand on fait le calcul des choses de si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter ou qu'est-ce que ça va me prendre. Souvent, on est hyper nul pour faire ce calcul parce que on va trouver d'autres choses en fait qu'on n'avait pas prévues. Et souvent, du coup, moi je dis juste, faut faire les choses même quand t'as pas connaissance de l'issue ou même quand t'as une connaissance floue parce que tu vas avoir plus de résultats que tu crois. Des résultats que tu pouvais pas imaginer en fait. Donc il faut y aller. Bon, écoute, ce sera le mot de la fin. Chloé, si on veut te retrouver, te suivre, je crois que tu es présente beaucoup sur Instagram, TikTok peut-être aussi. Ouais, Instagram, YouTube, et oui, TikTok, tout ça. Ouais. Donc voilà, et ton Instagram, du coup, c'est pour ça que... C'est clo.qdv. Voilà, on le mettra évidemment en commentaire. Merci beaucoup, Chloé, c'était très rafraîchissant. J'étais ravi. C'est un épisode très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est sympa, j'espère que nos auditeurs, ils ont passé un aussi bon moment que moi. Je te souhaite tout le meilleur pour le triathlon. Puis peut-être un jour, on te verra, je sais pas, sur marathon, sur trail, va savoir. Peut-être. Ou sur distance Alpha Ironman, pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce que la suite de tes aventures. Merci beaucoup, ça a été hyper intéressant, hyper inspirant. Et puis je te dis à très vite et puis rendez-vous au Sable d'Olonne maintenant. Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir. Salut.